wanna do, baby? Can't sleep without me, baby. Alors ici nous sommes dans la partie géographie de l'espace, du premier espace qui est l'homme entre la terre et le ciel. Et la géographie est divisée en 4 grandes orientations en fait. C'est la géographie humaine, où nous avons des spécialistes qui vont écrire en arabe dès le début du 9e siècle. C'est une géographie qui est commandée par l'État musulman, qui dirigeait un empire tellement grand qu'il avait besoin de beaucoup d'informations sur les territoires d'abord, sur les routes, sur les mers, sur les populations, sur l'économie. Et donc, ce n'est pas étonnant que les premiers géographes, le premier géographe, eh bien, c'est quelqu'un qui était déjà gouverneur dans un État, dans une région de l'Empire, en Asie centrale, et qui a même été le chef de la poste, et donc aussi le chef des renseignements généraux de l'Empire. Et donc, ils avaient intérêt à avoir beaucoup d'informations sur les populations qu'ils gouvernaient. Et alors, donc, cette géographie, c'est une géographie humaine, et qui raconte donc tout ce que l'on doit savoir sur la vie, les activités des populations de l'Empire. Deuxième partie de la géographie, ce sont les cartes, pour pouvoir se diriger, et qui sont des cartes dessinées approximativement, mais qui contiennent quand même, malgré le côté approximatif, des progrès par rapport aux cartes qui avaient été réalisées par les Grecs, en particulier par Marinus au 1er siècle après Jésus-Christ, et par Ptolémée au 2e siècle après Jésus-Christ. Alors nous sommes quand même au 9e siècle, et donc l'Empire a évolué, bien sûr, peut-être pas au niveau des frontières, mais dans les informations sur les territoires et surtout les informations sur les routes commerciales, etc. Et donc il fallait corriger ce qui était déjà dans les cartes grecques. Il fallait même aussi corriger une certaine vision du monde des cartes grecques, puisque par exemple, pour donner 2 exemples significatifs, c'est grâce aux Arabes que la Méditerranée, qui était trop longue chez les Grecs, de 10 degrés quand même, hein, 10 degrés c'est beaucoup, c'est grâce aux Arabes que la Méditerranée a été réduite à sa superficie plus convenable, à son étendue plus convenable. Les Arabes aussi, ce sont eux qui ont constaté que l'Afrique, contrairement à ce que pensaient des géographes grecs, l'Afrique n'était pas rattachée à l'Inde, et que l'océan Indien n'était pas un lac. Alors ce sont les Arabes qui ont libéré l'océan Indien. Et donc la troisième orientation de la géographie arabe, ce sont les relations de voyage. Ce sont des livres aussi qui contiennent beaucoup d'informations sur la géographie humaine, mais qui contiennent autre chose de plus, parce qu'ils s'adressent aussi aux populations cultivées de cet empire. Or, ces couches cultivées vont devenir de plus en plus importantes grâce au développement de l'empire sur le plan économique, grâce à la diffusion de la langue arabe et grâce surtout à la scolarisation des enfants tout simplement.
et le niveau culturel des habitants de l'Empire, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur langue maternelle. Eh bien, quand ils voulaient se cultiver, du 9e siècle jusqu'au 12e siècle, c'était à travers la langue arabe, qui était l'anglais de l'époque, si vous voulez, à la fois pour la science et pour la culture. Et donc, on va produire des livres de géographie qui contiennent aussi du merveilleux. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de savoir comment vivent les peuples qui sont très loin et qui sont dans l'Empire musulman. Et alors, on ajoute les légendes. Des tas de légendes qu'on raconte. On voit même dans certains livres très sérieux raconter à côté de choses très très précises sur l'économie, sur les industries, sur les mines qui étaient exploitées, des légendes du style il y a dans l'océan Indien des animaux tellement extraordinaires et très grands comme les baleines qui sont tellement grandes que les oiseaux vivent dessus, les poissons vivent dessus, ce qui n'est pas tout à fait faux ça. Puis ils ajoutent on aurait vu des baleines tellement grandes que le paysan venait la journée avec sa petite barque, monter sur la baleine et puis cultiver son petit jardin sur le dos de la baleine. Voilà, bon, ça fait joli, ça fait rêver, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Voilà. Et ça vous rappelle évidemment un autre prolongement qui n'est plus de la géographie, ce sont les mille et une nuits. Alors les mille et une nuits vont puiser d'ailleurs dans cette géographie humaine. Et enfin, la quatrième grande orientation, c'est la géographie mathématique. Là, on peut considérer que c'est un prolongement de la tradition grecque de Ptolémée, mais avec un perfectionnement très important parce que les Arabes vont développer les outils mathématiques qui sont essentiellement l'algèbre et la trigonométrie, qui vont leur permettre d'affiner les cartes de géographie. Et l'exemple le plus frappant, c'est une carte qui a été découverte en 1989 dans une vente aux enchères chez Christie's à Londres. C'est une carte qu'on appelle un indicateur de Qibla, c'est-à-dire elle indique la direction de la Mecque pour faire la prière, à partir de n'importe quel endroit où on se situe dans l'Empire musulman. Mais évidemment, elle peut indiquer n'importe quoi, puisqu'à partir du moment où elle indique un seul lieu. Bien, mais cette carte est totalement mathématique, elle est totalement différente des cartes qui sont ici, qui sont des cartes dessinées approximativement. Chaque point de la carte a été positionné après avoir fait des dizaines d'opérations, en tout cas des calculs avec des formules, calculs de latitude et de longitude pour positionner exactement la ville de l'Empire musulman. Alors vous avez une carte qui n'a ni frontières, ni océan, ni fleuve, mais qui est beaucoup plus précise que les cartes où il y a les océans, les fleuves, etc., les frontières, les routes. Et c'est une carte qui dessine l'Empire musulman de la frontière chinoise jusqu'aux Pyrénées. Et enfin, cette carte est reliée, est associée avec un élément qui va être redécouvert par les Arabes, c'est la boussole. Il y a une boussole ici. Alors la boussole est une invention chinoise, tout le monde le sait, mais rien ne dit aujourd'hui, au XXIe siècle, que la boussole chinoise a réellement circulé dans l'Empire musulman. Il paraît vraisemblable de plus en plus que c'est une redécouverte par les marins musulmans, en particulier en Méditerranée. C'est banal, hein, les redécouvertes c'est banal. Ce n'est pas parce qu'un peuple a découvert quelque chose que automatiquement les autres peuples doivent attendre de connaître les découvertes des autres pour pouvoir avancer. Ils peuvent redécouvrir dans des conditions vraiment spécifiques de leur civilisation. On peut redécouvrir des choses qui avaient déjà été découvertes et oubliées ou qui sont restées isolées dans leur région. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la géographie.
Alors ici, nous sommes dans l'espace de la médecine, qui est une partie de l'espace qu'on a appelé l'homme dans la cité et les sciences dans la cité. Alors la médecine a connu un grand développement à partir de l'héritage grec essentiellement, c'est-à-dire des ouvrages de Galien et des ouvrages d'Hippocrate, et puis de quelques apports de la médecine indienne et de la médecine persane qui existait avant l'islam. Et donc après la phase de traduction, il y a eu des centaines et des centaines de médecins, surtout de grands médecins, qui vont fonctionner de la même manière à peu près, qui vont apprendre le même type de médecine, qui vont progresser de la même manière de Samarcande jusqu'à Saragosse. Alors il y a eu plusieurs écoles de médecine. Alors on connaît évidemment la première école de médecine à Damas, mais c'était juste le début, mais surtout la grande école de médecine de Bagdad. Et puis nous savons qu'au 9e, 10e siècle, il y a eu une grande école de médecine, la première grande école de médecine de l'Occident musulman était au Maghreb, mais pas en Espagne, d'abord à Kérouan, qui était la capitale du Maghreb, et même de l'Occident musulman. Puis ensuite, il y a eu la grande école de médecine de Cordoue, et ensuite, il y a eu l'école de Marrakech. Ça, c'est très important. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y avait des médecins dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes du moins, qui sont des foyers scientifiques. Bien. Et j'ai oublié, il ne faut surtout pas l'oublier quand même, il y a eu une grande école de médecine au Caire. Ça, c'est très important. Bien. Alors, quelles sont les grandes orientations de la médecine? C'est l'anatomie, la physiologie, la pharmacopée, la médecine hospitalière et la chirurgie. Donc 5 grandes orientations. Et ces orientations ont été développées dès la fin du 8e siècle. D'abord d'ailleurs en grec et en syriaque, parce que l'arabe était une langue qui n'était pas encore très riche du point de vue de la terminologie. Il a fallu qu'elle évolue. Toute langue doit évoluer, doit s'enrichir pour pouvoir exprimer la science ou d'autres activités intellectuelles humaines. Et ensuite, on va observer d'ailleurs que l'arabe va de plus en plus devenir la langue de la science, de la médecine. Et c'est à partir du milieu du 9e siècle que la médecine va pratiquement être enseignée presque exclusivement en arabe. En arabe dans toutes les régions de l'Empire. Que la région soit linguistiquement persane, ou berbère, ou romane, latine en Espagne, la langue de la science, j'insiste beaucoup, la langue de la médecine en particulier, c'est donc la langue arabe. Vous avez derrière moi des exemples donc, de planches. Nous avons des livres qui décrivent l'anatomie depuis le 9e siècle, je n'insiste pas. Entre parenthèses, ça montre d'ailleurs que malgré les interdits de certains théologiens conservateurs, eh bien, la représentation humaine existe toujours dans les sciences. La pratique scientifique se faisait dans un espace totalement libre, totalement. Et il n'y avait strictement aucun interdit, malgré les débats qui vont avoir lieu sur parfois la nécessité de telle ou telle science, etc. C'était des débats entre intellectuels. Surtout la pratique scientifique dans toutes les régions de l'Empire s'est faite d'une manière profane, sans relation, sans référence avec les corpus religieux, soit musulmans, soit chrétiens, soit juifs, soit païens. Ça c'est très très important de le dire. C'est-à-dire que tous les sujets de l'islam, du 9e siècle au 15e siècle, ont fait de la science de la même manière que les Grecs, que les Chinois, que les Indiens, que les Mésopotamiens avant eux, que les Européens aujourd'hui, ou les Américains, ont fait de la science d'une seule manière. C'est-à-dire en apprenant ce qu'ont fait les autres avant, dans les livres, en les commentant, en les enseignant, en les critiquant, puis ensuite, à partir des résultats, eh bien, on va plus loin, mais avec les démarches qu'on nous a enseignées. Ce sont des démarches qui sont soit des démarches calculatoires, on les appelle des démarches algorithmiques, soit des démarches expérimentales. Donc c'est l'expérience qui va être absolument imposée par les intellectuels arabes avant l'Europe, soit des démarches qu'on appelle hypothético-déductives, c'est-à-dire qui viennent des Grecs. Ce sont les Grecs qui ont imposé une manière de connaître la vérité scientifique par la démonstration. Voilà. Et là, nous sommes dans le petit espace de la chirurgie. Et il y a eu des dizaines d'ouvrages de chirurgie qui vont être écrits par des spécialistes. Et on va demander à des artisans de fabriquer des instruments chirurgicaux. Et vous avez ici, à ma droite et à ma gauche, des instruments authentiques très anciens qui ont servi pour faire des actes chirurgicaux. Et ces actes sont expliqués, sont décrits, et les instruments sont dessinés dans les livres qui sont ici. Et l'un des livres les plus importants qui a représenté la chirurgie arabe du 9e siècle jusqu'au 13e, 14e siècle, c'est un livre qui a été publié à Cordoue au 11e siècle. L'auteur est Az-Zahraoui. Ce livre est célèbre, non pas parce qu'il est meilleur que les autres,
mais parce qu'il a eu le privilège d'être traduit en latin et en hébreu à partir du XIIe siècle. Eh bien, ce livre va être le livre de chevet des chirurgiens européens du XIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Il ne sera dépassé qu'au XVIIe siècle. C'est la raison pour laquelle il est bien connu, mais nous avons des dizaines de livres de chirurgie. Il y a des livres qui représentent aussi un apport dans l'anatomie, parce que les Arabes ont découvert certains éléments du squelette de l'homme que les Grecs n'avaient pas repérés. Et puis surtout, au XIIIe siècle, il y a un médecin du Caire, d'origine syrienne, qui a découvert, dit-il uniquement par une démarche rationnelle, a découvert que le sang ne pouvait pas passer du petit ventricule, d'un ventricule à l'autre et puis aller dans l'organisme, mais il fallait absolument qu'il passe par les poumons. C'est lui qui a inventé la petite circulation du sang. C'est au XIIIe siècle, c'est au Caire. Il s'appelle Ibn al-Nafis et il affirme qu'il l'a fait uniquement par des démarches rationnelles. En tant qu'historien des sciences, nous doutons un peu qu'il ait trouvé ce résultat uniquement par cette démarche. Peut-être qu'il a fait quelques dissections qui n'étaient pas acceptées par l'opinion de l'époque, mais enfin, il ne l'affirme pas, donc nous n'avons rien à dire, nous n'avons pas de preuves. Et enfin, il y a la politique hospitalière. La politique hospitalière, nous ne pouvions pas la représenter ici dans l'exposition, mais il y a eu des dizaines d'hôpitaux construits dès la fin du 8e siècle et qui ont physiquement, concrètement, représenté une politique hospitalière avec une tradition scientifique originale, puisque c'est l'État qui va financer donc, la médecine hospitalière, et plus tard, ce sont des membres de la société qui vont financer ces hôpitaux, qui coûtent très 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 cher, grâce à une technique juridique qui a été établie et développée et acceptée, c'est ce qu'on appelle le principe des biens de main morte. C'est quelqu'un de très riche peut laisser une donation qui ne doit pas dépasser le tiers de son héritage, et cette donation, surtout si c'est une usine ou des usines, donc tous les bénéfices de l'usine, du moins le tiers, va permettre de financer une institution, soit scolaire, soit d'enseignement supérieur, soit les hôpitaux. Et ces hôpitaux, le premier a été construit à la fin du 8e siècle par Haroun al-Rachid, le fameux calife, qui a régné de 785 à 809. Puis, à partir de cette période, il y a eu au moins 5 à 7 hôpitaux construits à Bagdad. Il y en a eu 4 ou 5 construits au Caire. Il y en a eu à Marrakech, à Cordoue, à Grenade, à Tunis, à Raï, une ville d'Asie centrale, et dans d'autres villes, évidemment, que je ne peux pas nommer. Et ces hôpitaux fonctionnaient à peu près de la même manière. Ils avaient des services pour les soins des maladies ordinaires, si j'ose dire, et puis pour les soins des maladies mentales. Donc ces hôpitaux musulmans avaient introduit le principe, peut-être pour la première fois, du soin du malade mental dans un hôpital tout à fait ordinaire pour ne pas l'isoler des autres malades. Et ces hôpitaux avaient une pharmacie et avaient des lieux de rencontre, de convalescence dans l'hôpital, où on introduisait une thérapie qui existait avant mais qui a été utilisée à grande échelle, c'est la thérapie par la musique. Et donc les hôpitaux des pays d'islam, si vous les visitez un jour au Caire ou à Damas ou à Alep, etc., vous verrez qu'il y a des cours spécialement aménagés avec des jets d'eau, avec des arbres, pour qu'il y ait la musique naturelle d'abord, l'eau, les oiseaux, la nature, et aussi la musique artificielle des hommes, si vous voulez, parce qu'ils apportaient des orchestres qui jouaient devant les malades régulièrement. Et même les malades mentaux avaient droit à des orchestres régulièrement dans les espaces où ils étaient installés à côté des malades ordinaires. Voilà un peu la politique hospitalière. Et enfin, il y a la pharmacopée. La pharmacopée va être développée par les Arabes à partir d'une tradition locale qui est la pharmacie par les plantes ordinaires, c'est ce qu'on appelle la médecine populaire. Alors les grands médecins vont récupérer quand même ce savoir populaire, ils ne vont pas le négliger, et ils vont surtout aussi prendre le savoir des Grecs, de Galien et de Dioscoride. Dioscoride est très connu parce qu'il a écrit un livre très important, le livre des plantes. Mais à partir de là, les botanistes arabes, les pharmaciens arabes, vont enrichir toute la panoplie des médicaments. Au XIIe siècle, un grand spécialiste de la botanique s'appelle Ibn al-Baytar, qui est un andalou d'ailleurs, de l'Occident musulman, va ajouter 400 plantes par rapport aux plantes qui avaient déjà été décrites par les Grecs. Voilà donc à peu près la médecine. Et puis, maintenant nous allons passer à la mécanique, la chimie, etc.
top right down to your big toes. From your head top right down to your big toes. Bump and grind, Mind your body, keeping time. Your bump and grind, mind your body, you wheel and turn. Bump and grind, mind your body, keeping time. Your bump and grind, mind your body. keeping time. Wheel and turn, sweet girl. Don't you know you make a old man feel like he got a skip in the walk, baby? Wind it, gum, wind it, gum. Wind it, gum, wind your body on. Aye. Anything else, dear? La chimie arabe, comme les autres sciences, a démarré à partir d'un héritage ancien. Il n'y a pas de mystère. Et puis il n'y a pas de science qui naît spontanément, j'insiste beaucoup, et qui naît ex nihilo, de rien du tout. Ça va partir d'un apport grec et d'un apport local, cette fois-ci très important, qui est mésopotamien et égyptien. Même si l'Égypte pharaonique n'existait plus, le savoir chimique avait circulé pendant des siècles et des siècles, de maître à élève, et le secret aidant, donc il s'est conservé dans des petites communautés qui avaient des liens spéciaux entre ses membres. Bien. Alors cette chimie, elle a connu deux grandes orientations. Une orientation théorique, qui est un peu philosophique, un peu ésotérique, c'est-à-dire dont le langage est un peu hermétique, il faut le décoder, il n'y a que les spécialistes qui le comprennent. Bien. Et puis, elle a eu aussi un prolongement un peu mystique. Mais cet aspect était basé sur des conceptions de l'époque, sur des postulats sur lesquels on va construire une théorie. Ben, c'est la théorie de la matière. La théorie de la matière de l'époque, eh bien, c'était la théorie qui avait été développée essentiellement par Aristote et ses élèves et ses commentateurs, et puis par les chimistes qui avaient manipulé les matériaux. Cette théorie était très simple, hein, si on l'accepte, à ce moment-là, tout le reste est scientifique. Bien, on acceptait l'idée, chez les spécialistes de cette discipline, que tout corps naturel, soit minéral, soit végétal, soit animal, était constitué de la composition subtile, et tout le problème est là, de deux éléments seulement. Aujourd'hui, on parle d'atomes, de molécules, etc. Mais à l'époque, on disait il y a deux éléments constitutifs, bien, qui sont le soufre et le mercure. Si on accepte ce postulat, comme d'ailleurs on a accepté le postulat sur l'astrologie, qui disait que tous les êtres humains, leur avenir est déterminé par les événements du ciel, c'est un postulat aussi. Bien sûr, on accepte le postulat de la chimie, eh bien, il suffit de faire beaucoup de manipulations chimiques pour espérer transformer eh bien, une matière, un corps par exemple, en un autre corps, puisque tous sont constitués à des degrés divers d'une composition subtile de soufre et de mercure. Ça a donné évidemment un prolongement qui n'est plus scientifique. C'est le fameux prolongement qui va porter tort à la chimie plus tard. Ce sont les tentatives de tous les chimistes depuis l'Antiquité à tenter de transformer les matériaux qui étaient vils, comme le plomb, comme le fer, comme le bois, en les soumettant à des expériences chimiques tout à fait scientifiques, ils espéraient les transformer en or. C'est compréhensible si on accepte le postulat que, puisqu'ils sont composés de soufre et de mercure, si on fait des combinaisons tout à fait adéquates, si on arrive à percer le secret de la composition, on peut obtenir l'or, puisque l'or aussi est composé de soufre et de mercure. Voilà. Alors là, ça a donné des orientations qui n'étaient plus scientifiques. Et par contre, il y a une orientation qui est restée toujours scientifique, c'est l'expérimentation dans les laboratoires, et c'est la production de produits chimiques à l'échelle industrielle. Et ça, ce sont deux phénomènes qui ont existé dans l'Empire musulman, qui ont été développés, et sur lesquels nous avons des témoignages absolument indiscutables, parce que nous avons des ouvrages, et nous avons même des consommables. Regardez ici. Ici, ce sont des consommables, donc ce sont des produits que le chimiste arabe de la fin du 8e siècle, comme Jabir ibn Hayyan, jusqu'au 12e, 13e, 14e siècle, etc., comme Razi, comme El Jildaki, et d'autres noms, eh bien, utilisés, faisés fabriquer par des artisans,
et utilisés pour faire leurs expériences. L'Empire musulman, c'est le premier empire, premier espace où la chimie a servi vraiment à produire des objets de grande consommation. En particulier, l'industrie du papier, c'est une industrie chimique. L'industrie de la cosmétique, c'est une industrie chimique. Il y avait beaucoup de belles femmes dans les cours, dans les familles aisées, qui se maquillaient beaucoup dans l'Empire musulman. Bien, l'industrie des parfums, donc les essences, ça a été une grande industrie de grande consommation. L'industrie de ce qu'on appelle les produits culinaires, comme l'eau de fleur d'oranger, l'eau de rose, et tout cela, ça a été produit dans des usines, et ces usines sont authentifiées par des schémas que nous avons ici, où on voit des alambics en parallèle, des dizaines et des dizaines, et qui produisent eh bien, des centaines de litres, des milliers de litres par jour de produits, de parfums, etc., qui étaient consommés de Samarcande à Saragosse. Voilà, grosso modo, un peu le domaine de la chimie. Maintenant, une autre discipline qui est maintenant liée à la chimie, qui n'était pas liée à la chimie à l'époque, c'est la physique. La physique, dans cette exposition, est représentée uniquement par un seul livre, parce que c'est un livre monumental, et parce que son auteur est un géant. Et ce géant est un géant non pas seulement pour la civilisation arabo-musulmane, mais c'est un géant pour toute l'histoire de l'humanité. Il est au même niveau que les grands novateurs, créateurs de l'humanité en sciences. Il s'appelle Ibn al-Haytham, il s'appelle Al-Hassan, Ibn al-Hassan, Ibn al-Haytham. Il est irakien, de Bassora, il est du XIe siècle. C'est le plus grand spécialiste de l'optique, non seulement de l'âge classique arabe, mais de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle européen. Il est considéré par les spécialistes aujourd'hui comme étant le plus grand spécialiste de physique et d'optique de cette période-là. Une période d'ailleurs qui a donc pratiquement 2000 ans. Bien, ce monsieur, il va travailler essentiellement au Caire et il va marquer la physique de son temps, et même la physique européenne jusqu'au XVIIe siècle, par deux apports très importants. Ces apports sont, premièrement, c'est lui qui a dit que les Grecs avaient tort de considérer qu'en optique, la lumière part de l'œil et éclaire l'objet, et à ce moment-là, on peut voir. Il dit il faut absolument renverser la tendance, il faut partir du postulat, qui est plus scientifique, que la lumière part d'une source lumineuse, comme celle qui est en train de m'éclairer maintenant, elle éclaire l'objet, et ensuite les rayons vont être projetés vers l'œil, et l'œil, grâce à sa physiologie, grâce au nerf optique, grâce au cerveau, alors elle produit l'image. Ça, c'était révolutionnaire. Et donc, ça supposait aussi d'introduire dans la physique, eh bien, une partie de la médecine qui est la physiologie de l'œil. C'est la première fois que l'on faisait ça. Bien, et vous remarquerez d'ailleurs que, à ce moment-là, on casse le cloisonnement. Ce n'est plus physique d'un côté, médecine de l'autre, mais il y a un chapitre de la médecine, qui est la physiologie de l'œil, qui va être enseigné, eh bien, dans le domaine de l'optique et de la physique. Et comme la physique en plus, elle est très mathématique, donc vous voyez, mathématiques, médecine, physique, eh bien, se rencontrent dans un espace de recherche qui est l'optique. Et la deuxième innovation de ce grand savant, que les latins d'ailleurs n'arrivent pas à appeler de son vrai nom, Ibn al-Haytham, ils l'appellent El-Hazen, parce que son nom était tellement compliqué pour eux, ils ont pris uniquement son prénom, Hassan, et ils lui ont donné donc son prénom à la place de son nom. Eh bien, son innovation, c'est la suivante. Il a constaté que dans sa pratique scientifique pendant des décennies, ce qui compte pour chercher la vérité scientifique, ce n'était pas seulement ce que disaient les Grecs, qui était qu'il fallait toujours démontrer et avoir une démarche hypothético-déductive. C'est lui le premier qui a dit il est absolument indispensable d'introduire comme catégorie de la preuve pour chercher les lois de la nature, pour chercher les lois scientifiques. Mais il faut introduire l'expérimentation. Donc il est le premier à introduire au même niveau que la démonstration l'expérience comme un élément pour construire un savoir scientifique. Eh bien, pendant longtemps, on a dit que le premier qui a inventé ça, c'est Roger Bacon, qui est un physicien européen du XIIIe siècle. Maintenant, nous savons que Roger Bacon, en fait, il a pris cette idée d'Ibn al-Haytham. Pourquoi? Tout simplement parce que le livre d'Ibn al-Haytham a été traduit en latin au XIIe siècle à Tolède, et cette traduction a circulé en Europe. Ça va être le livre de chevet de la physique européenne jusqu'au XVIIe siècle. Et Roger Bacon au XIIIe est un bon élève d'Ibn al-Haytham, tout simplement.
Alors ici, nous sommes dans l'espace de la mécanique. La mécanique, chez les Arabes, porte un nom joli, c'est la science des procédés ingénieux. En fait, c'est aussi un héritage grec. Et donc, les Arabes vont d'abord traduire des textes de Héron d'Alexandrie, d'Archimède, de Philon de Byzance. Je donne les trois grands noms, bien sûr. Il y a d'autres petits livres mineurs. Et puis, ils vont se lancer dans l'aventure. Le premier grand livre de mécanique qui va être publié à Bagdad l'a été par trois frères, qui s'appellent les frères Banu Moussa, qui étaient des frères géniaux, et qui ont eu en plus l'avantage d'avoir hérité d'une fortune de leur père, qui était l'ami du calife, ce qui ne gâte rien. Et ce sont eux aussi qui ont traduit, qui ont financé une partie des traductions d'ouvrages scientifiques avec leur propre argent. Ils ont vraiment pratiquement dilapidé un peu leur héritage. Ces frères ont écrit un livre qui s'appelle Livre des procédés ingénieux, qui est le premier livre qui va ouvrir une orientation nouvelle, la mécanique arabe, du 9e siècle jusqu'au 16e siècle. Alors cette mécanique, quelles sont ses grandes orientations? Il y a trois grandes orientations dans la mécanique arabe. La mécanique utilitaire. La mécanique utilitaire, c'est pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. Il y a deux grands problèmes qui vont intéresser les savants de cette cité islamique. C'est la mécanique hydraulique, pour pouvoir capter l'eau, acheminer l'eau, soit vers les jardins, soit vers les villes, pour que la population puisse boire. Deuxième orientation mécanique utilitaire, ce sont les horloges. Donc les mécaniciens arabes vont essayer, à partir toujours des acquis anciens, perfectionner les horloges qui existaient, inventer d'autres procédés, et puis introduire un peu d'esthétique dans les horloges. Donc il y a toujours alliance, vous l'avez remarqué dans cette exposition, entre science et esthétique, toujours. C'est une des spécificités de cette tradition scientifique. Deuxième grande orientation, c'est la mécanique militaire. Eh oui, la mécanique militaire a permis même, compte tenu de l'intérêt qu'avaient les pouvoirs de l'époque, le pouvoir central puis les pouvoirs régionaux quand il y aura l'émiettement de l'Empire, à avoir des technologies évidemment de plus toujours renouvelées pour surprendre l'ennemi. Eh bien, il va y avoir un chapitre entier de mécanique militaire avec développement des techniques de guerre, développement des techniques de siège, des techniques, par exemple, développement de tout ce qui est matériaux de guerre comme les grenades, les missiles, les catapultes, etc. Utilisation des produits naturels comme le pétrole, comme le salpêtre pour la poudre. La poudre a été redécouverte par les Arabes. Nous savons que c'est aussi une découverte chinoise, mais ils n'ont pas attendu que les Chinois leur donnent le secret de leur redécouverte. Même on considère qu'au Maghreb, on a eu à peu près à la même époque que l'Europe la même idée des canons, et nous avons un canon ici. Donc les peuples peuvent inventer au même moment ou d'une manière indépendante des concepts, en particulier théoriques ou appliqués. Voilà donc la deuxième grande orientation. Et la troisième grande orientation de la mécanique, en fait c'est elle qui va financer les autres. Ben, c'est étonnant, c'est la mécanique ludique, c'est-à-dire la mécanique qui amuse, qui distrait. La mécanique qui amuse les princes, les marchands, les califes, les rois. Eh bien, pour les amuser, on va concevoir des automates très très sophistiqués, qui à la fois d'ailleurs amusent par leur ingéniosité, émerveillent, et surtout sont très pratiques parce qu'ils rendent service. Ils rendent service en particulier, ce sont des automates en 3 dimensions, avec un visage humain. Voici encore un exemple où on n'a pas respecté l'interdit du visage humain, et avec un système mécanique de sorte que quand on verse de l'eau dans l'appareil, et souvent on versait du vin plutôt que de l'eau d'ailleurs, il faut dire la vérité, dans l'élite, on ne s'interdisait pas ces choses-là, eh bien à partir d'un certain moment, le niveau de l'eau va enclencher un mécanisme qui va faire que la bouteille va se pencher, l'eau va se verser ou le vin va se verser dans le verre va se relever et le verre va couler, l'eau va couler dans la bouche de l'automate. Et bien alors ça amuse tout le monde. Et puis ensuite on va servir la boisson aux invités et on va gratifier le spécialiste de mécanique qui, grâce à ça, va financer aussi ses recherches qui n'ont rien à voir avec justement la mécanique ludique. Voilà. Et donc cet instrument qui est ici, ça illustre bien la mécanique utilitaire. C'est un instrument qui contient plein d'inventions. Alors donc si je fais bouger ça, eh bien c'est un instrument qui est basé sur un principe qui est que l'eau coule ici. Ça c'est une palette, donc c'est une roue circulaire qui en tournant va faire tourner quelque